ami, d'accord, j'ai pas d'appréciation par exemple pour Fadel Barro ou d'autres, etc., objectivement, mais dans le même temps, je sais que ces personnes-là veulent que la démocratie puisse advenir sur le continent. Mais quid de la souveraineté? Est-ce qu'une démocratie sans souveraineté, c'est quelque chose qui a du sens? Pourquoi on passe notre temps à parler d'unité africaine, mais on n'est pas capable d'être financé par nous-mêmes, par nos propres forces, par des Africains en tant que tels? Pourquoi les officines occidentales ont intérêt à financer les ONG africaines? Parce qu'elles savent que le futur du continent africain, c'est la société civile. Et donc, en cooptant, en finançant des militants africains de la société civile, les autorités occidentales s'assurent que le futur des relations occidentalo-africaines seront toujours préservées et iront dans le sens de leurs intérêts. Et bien, je me porte en faux par rapport à cette réalité-là. Et je dis que entre le fait d'être financé par les officines occidentales et entre le fait d'être les marionnettes des dirigeants africains, il y a une troisième voie. D'accord, qui est d'essayer d'être dans une logique de s'autodéterminer et de se réunir avec certains qui veulent vous pousser à avancer, à vous financer. Cette tournée a été payée par les Nicolas Nelka et par d'autres personnes, celle que je suis en train d'effectuer. Et je pense que si moi, petit béninois de 36 ans, bientôt 37, je suis capable de le faire, c'est pas les autres qui ne seraient pas capables de le faire aussi. Il faut qu'on soit capable d'aller dans cette voie, à mon sens. Est-ce que ces mouvements-là militent effectivement pour l'Afrique, ou bien on peut aussi les accuser d'avoir des intérêts inavoués? Je pense que quand ces oligarchies occidentales financent ces mouvements citoyens, elles savent parfaitement pourquoi elles le font, et il est temps, je pense, qu'on soit dans une logique de résistance. Voilà, Kenny Seba, rapidement. Et je le dis toujours avec amour, et j'ai entendu un animateur ou une animatrice de RFI dire que oui, ceux qui s'expriment contre ce forum-là sont des gens jaloux. C'est tellement stupide que de dire ça. Moi, j'ai pas envie d'être financé par ces officiels-là. Objectivement, on mène un combat, on est dans une démarche de résistance, et c'est dans ce sens-là que l'on va. On se retrouvera, l'histoire jugera quelles sont les méthodes entre ceux qui veulent être financés par les autocraties. Moi, tous les dirigeants autocrates africains, je suis contre eux. Qu'on soit clair, d'accord, et de la même façon que les officines occidentales, je suis contre elles, et on est dans une démarche de s'autodéterminer, c'est dans cette voie-là que nous allons. Crise politique au Togo, sommet des chefs d'État et de gouvernement, il y a eu plusieurs propositions, amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux législatives le 20 décembre prochain, recomposition de la Cour constitutionnelle, limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, réalisation des réformes, vote de la diaspora notamment, c'était des préalables, des prérequis exigés par l'opposition politique au Togo. Votre avis sur cette batterie de recommandations? En ce qui concerne le Togo, moi je le dis comme je le pense, hein, c'est un no man's land aussi. On a encore une fois un régime qui malheureusement est dans une logique de gabégie plus que jamais. On a parlé des autres, mais le Togo, si les autres c'est le Real Madrid, le Togo ça doit être l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'Europa League sur ce terrain justement de cette logique de corruption. Et en ce sens, moi, toutes les réformes qui sont établies, vous savez, la meilleure façon de voir la manière dont un régime est conséquent ou efficace ou pas, c'est de voir la manière dont le peuple réagit. Le peuple souffre au Togo. Le peuple est en colère au Togo. Le peuple est fatigué de la gestion aujourd'hui politique et économique du Togo. Il faut se poser les questions de savoir pourquoi. Je pense que la réponse se situe là en réalité. Mais Kémy Séba, on a vu quand même sur le terrain beaucoup de développement d'infrastructures au Togo. Est-ce que ce n'est pas plutôt à crédibiliser et quelque chose qu'il faut encourager? Déjà, il faudrait qu'on définisse le développement. Le développement, c'est quoi? C'est construire des murs, c'est construire des bâtiments, des immeubles. Et puis développement par rapport à quoi? C'est quoi ce concept qu'on nous a imposé, qui vient tout droit de Bretton Woods et des institutions internationales? Selon vous, les indices de développement, c'est quoi? Mais moi déjà, quand on dit développement, on se développe par rapport à une norme. C'est quoi la norme? C'est l'Occident. Quand on dit développement, c'est parce qu'on a quelqu'un à rattraper. Moi, je vais vous dire une chose, l'Afrique n'a personne à rattraper. Il faut qu'on soit capable de se regarder nous-mêmes et d'être en harmonie avec notre propre paradigme. C'est un premier point. Et la seule chose qui est, pour moi, l'indice d'une logique de, non pas de développement, mais d'harmonie avec le réel, c'est d'être capable de faire en sorte que notre population ne meure pas de faim et que notre population puisse avoir accès à l'eau. Que notre population puisse avoir accès à l'électricité, que notre population puisse avoir accès à au moins 2 repas par jour de manière générale. Si on a ça, ce sont déjà des éléments qui sont des éléments vitaux pour que l'on puisse avancer. Mais toujours nous parler de développement, développement, développement. Fort Gnassingbé, aujourd'hui, à part se remplir les poches, je ne sais pas ce qu'il fait au Togo. Moi, je le dis. Kémy Séba. Voilà. Et je le dirai, puisque je serai mardi au Togo à Lomé, et je le dirai aussi.
chroniqueur, vous l'avez déjà dit, vous l'avez été, vous l'êtes encore, et puis activiste. On vous a senti très actif en 2017, le combat se poursuit. Vous vous sentez moins actif? Aujourd'hui, on vous retrouve avec une Il ne répond pas aux provocations. Kaby Seba, l'Afrique libre ou la mort. Un titre comme celui-là, c'est pas trop osé, selon vous? Ce qui est osé, c'est la manière dont notre peuple vit aujourd'hui. Justement par rapport à ces truquements des institutions internationales et de nos autocraties africaines. Ce qui est osé, c'est qu'on ait les terres les plus riches, mais qu'on ait les populations les plus pauvres. Ce qui est osé, c'est qu'on ait des présidents milliardaires pendant que la majorité de nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui est osé, c'est qu'on ait une jeunesse qui est tellement désemparée qu'elle est prête à risquer de traverser la Méditerranée et de connaître l'esclavage en Libye. Ce qui est osé, c'est que nous soyons dans un camp de concentration à ciel ouvert aujourd'hui, alors que nous sommes sur les terres les plus riches de la planète. Ce qui est osé, c'est que nous soyons le grenier et la bijouterie du monde, mais que nous-mêmes, nous soyons considérés comme des déchets. C'est ça, aujourd'hui, ce qui est osé. Et donc, quand je dis l'Afrique libre ou la mort, c'est parce que face à tout ce qui est osé, il est temps d'être capable d'oser, justement, vouloir sortir de ce marasme politique, économique et culturel dans lequel nous sommes installés. Alors, Kaby Seba, cet ouvrage est préfacé par plusieurs personnalités de divers horizons. Nous avons Biram Damabed, il y a Alessandro Douguine, Elie Domota, Jimon Oussou notamment. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que ces personnes-là se sont volontairement manifestées pour accompagner l'œuvre? Pourquoi ce type de personnes-là? Parce qu'elles représentent chacune un aspect de notre combat politique. Ce sont chacun des proches, chacun dans leur domaine, qui croient en notre combat pour diverses raisons. Biram Damabed, on a contribué à faire libérer 8 prisonniers politiques en Mauritanie, d'accord, par rapport à l'esclavage que connaissent les Haratines, les Noirs, population originelle de Mauritanie. Alexandre Douguine, c'est parce que la Russie aujourd'hui est en train de voir, il y a 2 blocs qui s'opposent. Hier c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui c'est le bloc globaliste ou mondialiste ultralibéral face aux nations dites enracinées, aux nations dites traditionnelles et aux populations qui veulent préserver leur identité. Et la Russie fait partie de ceux qui veulent un monde multipolaire. Ben, ça tombe bien. Nous ne voulons pas d'un monde uniformisé où c'est l'Occident qui dit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Et je reprends le concept du développement dont on parlait tout à l'heure. Nous voulons qu'il y ait différents blocs civilisationnels qui soient capables d'exister dans ce concert des nations. Et nous nous battons au quotidien pour que l'Afrique, tôt ou tard, fasse partie de ces blocs-là. Le BRICS est un exemple de ça et la Russie fait partie, je pense, des pionniers sur ce terrain. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec bon nombre de choses. D'ailleurs, les Russes, je l'ai dit à M. Douguine, que quand je vois la manière dont les nôtres sont traités, autant je suis profondément d'accord avec leur politique étrangère. Ils ont une très bonne politique sur un certain nombre de points pour en discuter. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je peux être bien évidemment en distance critique vis-à-vis de ces derniers. Kaby Seba, avec la publication de ce livre, est-ce que votre combat change de paradigme? Pas du tout. Ce livre est la synthèse de tout ce que nous faisons au quotidien. Et des mobilisations, vous avez parlé en 2018, on était très actifs. Je pense qu'on est encore plus actifs aujourd'hui. C'est pour ça que, contrairement à l'année dernière, aujourd'hui, on m'interdit de rentrer dans plusieurs pays. L'année dernière, c'est pas le cas. Parce que nos mobilisations sont passées à un autre stade. Et ce livre consigne justement notre méthodologie consigne notre réflexion idéologique, notre réflexion politique et nos actions. Parce que la plupart des ouvrages sur le panafricanisme sont des ouvrages stricts théoriquement parlant, ou du moins qui ne parlent que de théorie, que de vision idéologique, mais qui ne sont jamais dans la praxis. Nous sommes dans une logique de dire que le plus grand des scientifiques, c'est celui qui est capable d'expérimenter, de faire, et à partir de l'action, capable d'en tirer une théorie. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de ce livre. Et nous pensons que c'est en toute humilité, je ne veux pas dire une boussole, mais un guide de réflexion, un ouvrage de réflexion pour la nouvelle génération. Alors, Kaby Seba, 10 chapitres dans ce livre, on a l'impression qu'il y a une haine viscérale que vous nourrissez envers le panafricanisme. Envers le panafricanisme? Alors, pas du tout, beaucoup plus. Vous êtes emmêlé les pinceaux. Attendez. De toute façon, on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui nourrit véritablement votre haine viscérale contre, bien sûr, ce qu'on peut appeler aujourd'hui... Je vais vous aider, l'oligarchie d'Occident. Voilà, France-Afrique, voilà. Écoutez, c'est comme si vous me dites... Pourquoi, vous qui vous faites sodomiser tous les matins, et violer, vous nourrissez une haine viscérale contre votre violeur? Je ne connais pas de gens qui aiment être violés. Je n'en connais pas. Ou alors on appelle ça du sadomasochisme. Ça existe dans certains endroits d'Occident. Et par rapport à cette réalité-là, la France-Afrique viole Mama Africa depuis la période des indépendances. La période des prétendues indépendances n'a vu le jour que parce que l'oligarchie française avait trouvé un moyen de remplacer le colonialisme par une démarche beaucoup plus sophistiquée qui donnait la sensation d'une indépendance, alors qu'en réalité le pillage de nos ressources naturelles avec l'accord de nos autorités et de nos élites africaines pouvait continuer à se faire. Et donc par rapport à ce système de prédation, de domination qui est un esclavagisme moderne, eh bien il est évident que je nourris une haine illimitée
non pas contre le panafricanisme, comme ça a été dit, mais contre la France-Afrique, c'est une évidence. Kémy Séba, et je pense que c'est légitime. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. C'est un appel à l'insurrection. Non, c'est un appel à la prise de conscience et à la prise de responsabilité. Et j'en parle, l'illustration de ça, c'est quand par exemple on lance le programme Alodo, où nous lançons, notre ONG Urgence Panafricaniste, une campagne de microcrédit pour les populations les plus pauvres de Cotonou. On a commencé cela, on a sélectionné un certain nombre de familles et on a aidé des familles précarisées qui donc devront rembourser une fois que leur commerce sera lancé, et ce sans intérêt. Parce que le but, c'est pas de donner du poisson, c'est d'apprendre à pêcher. Et nous partons du principe que plutôt que de toujours critiquer les autorités, moi ça me fatigue de « ah oui, je suis pas d'accord avec le régime, je suis pas d'accord avec ceci, cela », faisons ce que nous pouvons faire. Ce que nous faisons dans la démarche justement de la problématique de revitaliser ces concepts de souveraineté, c'est pour montrer que les élites ne veulent pas le faire. Nous, on va le faire. Les dirigeants, nos présidents ne veulent pas le faire, nous on va le faire. Et de la même façon, la démarche de justice sociale, si nous voyons que les autorités ne le font pas, faisons-le nous-mêmes, prenons-nous en charge. Arrêtons toujours de nous plaindre de l'extérieur et faisons ce que nous pouvons faire à partir de l'intérieur. Kémy Séba, aujourd'hui au Bénin, il y a, on dirait, comme qui dirait, une actualité politique extrêmement riche et vive. Beaucoup d'opposants sont embastillés ou en maille à partie avec la justice béninoise. On aimerait avoir votre regard sur cette actualité-là. Moi, je vais être clair. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, battons-le sur le terrain des idées. Embastiller quelqu'un est un signe de faiblesse. Moi, si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas aller chercher la prison pour vous faire taire, pour éviter le débat. Si je perds contre vous, c'est que vous êtes plus fort que moi politiquement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je regrette qu'on soit dans ces démarches de persécution, de chasse aux sorcières, dès lors que quelqu'un n'est pas dans la ligne. De telle sorte qu'on se retrouve avec un système bicéphale. Il y a une opposition où certains sont embastillés et d'autres sont des historiques opposants, mais en réalité ils voudraient juste être à la place du pouvoir. C'est pas pour des idées. Et on a à l'intérieur de la sphère du pouvoir des gens qui suivent le pouvoir, mais qui sont en réalité simplement amoureux de la paix et du confort matériel que leur confère justement le fait d'être proche du pouvoir, et qui deviennent par conséquent des champions de l'atalakou. Je pense qu'entre ces deux voies, il y a une voie médiane, une voie du centre, entre guillemets, qui est essayer justement la voie du panafricanisme, qui est d'être dans une logique de souveraineté, de patriotisme, de ne pas attaquer les uns pour les attaquer gratuitement, mais de se prononcer sur les principes. Moi, mon seul objectif au Bénin et ailleurs dans nos pays africains, c'est de parler de principes. D'accord, et de faire en sorte que notre population se prenne en charge sans toujours être en train de dire je ne suis pas d'accord avec un tel. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des principes, des idées. Voilà, vous êtes Kémy Séba, président de l'ONG Urgence Panafricaniste, qu'on lui a maintenant. Oui, mais c'est terminé. Donc, c'est un appel au sacrifice suprême que Kémy Séba lance donc aux Africains pour le décollage de l'Afrique. Le développement, c'est une course de marathon. L'Afrique n'a donc à se comparer à personne. Son développement, elle le tient dans ses propres mains. Merci infiniment. Voilà, Kodjovi Ametonou, merci. Une batterie de thèmes abordés au cours de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt pour d'autres